Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 22 mars, une actualité internationale dominée par les attentats meurtriers à Bruxelles. Le bilan est lourd, plus de 30 morts. Nos confrères de TF1 y reviendront en détail après cette édition. En Guadeloupe, parlons de l'actualité sociale puisque les infirmiers anesthésistes sont en grève aujourd'hui. Une mobilisation à l'appel du syndicat national suite au projet de loi de modernisation de santé. Ils protestent contre les attaques portées à la profession. Une grève suivie au CHU de Pointe-à-Pitre, comme l'a constaté ce matin Muriel Barlagne. Le rendez-vous était donné à 9h dans le hall du CHU de Pointe-à-Pitre à BIM. Les IAD, infirmiers anesthésistes diplômés d'État, se sont mobilisés pour soutenir le mouvement de grève lancé dans toute la France par le SNIA, le syndicat national des infirmiers anesthésistes. C'est au niveau national, donc il y a des revendications, notamment ce qui concerne la revalorisation de l'indice salarial, mais aussi pour la prise en compte de la spécificité de ce métier, reconnaissance de notre fonction, déjà pour ne pas supprimer ce qui existe. Par exemple, supprimer les IAD au niveau du SAMU, ça c'est inacceptable. Donc toutes ces revendications, ce sont des revendications au niveau national, la reconnaissance de la profession. Il s'agissait aussi aujourd'hui d'alerter l'opinion publique sur les conditions de travail des infirmiers anesthésistes en Guadeloupe. Des tracts ont été distribués aux visiteurs et des échanges ont permis de parler d'une profession en mal de reconnaissance. Ils sont une cinquantaine au CHU de Pointe-à-Pitre-à-BIM, des infirmiers spécialisés niveau Bac+5 qui manquent cruellement de matériel pour travailler convenablement. La prise en charge est très difficile parce que nous manquons de tout. Tout est en déficit, tout est en recherche permanente ou alors tout est cassé, non réparé. C'est une situation qui perdure depuis trop longtemps. Selon la CGTG, le mouvement de grève a été suivi à 100% dans les services du CHU de Pointe-à-Pitre-à-BIM. Seule une équipe d'astreinte chargée d'assurer les urgences a travaillé. De leur côté, les salariés en grève de la société Pierre Bacchus ont bloqué ce matin le rond-point de Vonche à Bémao. Un blocage qui a eu comme conséquence de nombreux embouteillages. Enfin, les salariés de Canal+ Canal Satanti sont en grève depuis le 2 mars. Ils demandent l'annulation notamment d'une procédure de licenciement à l'encontre d'une des employées. Depuis hier, les négociations ont repris, se sont déroulées sereinement. Il y a eu des avancées. Les deux parties devaient se revoir aujourd'hui en fin de matinée. La séance a été suspendue. Les négociations doivent reprendre cet après-midi. Retour sur la journée mondiale de la trisomie 21, c'était hier, l'occasion pour les associations de sensibiliser le public sur ce handicap. En Guadeloupe, l'association Espoir Carruquera milite tout au long de l'année dans ce sens et tenait un stand d'information au centre commercial de Destréland. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Communiquer, sensibiliser et accompagner les familles, c'est le but de l'association Espoir Carruquera. Donc on se donne les moyens avec des partenaires de pouvoir, comment je peux vous dire ça, de pouvoir sensibiliser la Guadeloupe à cette pathologie. C'est le RIMALAN, le registre des malformations des Antilles, qui répertorie le nombre de naissances par an d'enfants porteurs de handicap. Le RIMALAN a débuté depuis 2009 et ils sont, comment on peut dire, vecteurs de sources fiables pour confirmer le nombre de naissances d'enfants trisomiques par an. Donc on a répertorié à peu près 7 à 9 par an, en Guadeloupe seulement. Et au total, parce qu'ils vivent quand même jusqu'à l'âge de 60 à 70 ans, donc à peu près 400 personnes porteuses de trisomie 21 en Guadeloupe, ce qui est énorme. Florence est retraitée et bénévole pour l'association. Elle a tenu à être présente ce matin. Je suis la mamie d'une petite fille porteuse de trisomie et que j'essaie de sensibiliser les gens aux problèmes d'intégration de tous ces enfants qui ont besoin d'aide, d'accompagnement et beaucoup d'amour, de façon à pouvoir être comme les autres
et de pouvoir être de plus en plus autonome. C'est la journée d'ailleurs aujourd'hui, on insiste sur l'autonomie de l'enfant pour développer chez lui tout ce qui est dans ses possibilités de devenir le plus autonome. Que ce soit dans les gestes de tous les jours, mais aussi dans la compréhension au niveau des écoles, et pour pouvoir mieux les intégrer dans l'école, et enfin un jour trouver un travail et être parmi tous les gens de la société. Les associations guadeloupéennes envisagent de créer une fédération afin de faire entendre une seule et même voix, celle des enfants porteurs de trisomie 21. Et vous l'avez entendu dans ce reportage, chaque année en Guadeloupe naissent en moyenne 7 enfants avec cette maladie. C'est le cas d'Élie, 3 ans, il habite au Gosier. Anne-Elisabeth Artsen a suivi son quotidien, son reportage. Il y a tout juste 3 ans, le jour de la journée mondiale de la trisomie 21, la famille Delmestre apprenait que son fils, Élie, né 5 jours plus tôt, était porteur de ce syndrome. Une surprise pour ce couple qui pénétrait ainsi dans l'univers de cette pathologie. On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était quand même un petit bébé pour son âge. Il ne grossissait pas suffisamment. Donc sur ce, bon, il est né et en fait, il est né le 17 mars. Et le 21 mars, en fait, on apprend suite à une amniosynthèse faite au cours du séjour à l'hôpital que il est touché par la trisomie 21, sachant qu'on savait qu'il était déjà prématuré. Donc ça rajoutait en plus, et c'était un choc parce qu'ayant fait des tests comme quoi c'était pas ça, on était d'autant plus surpris on ne comprenait pas vraiment, c'était un peu la stupéfaction, on ne savait pas trop comment réagir, faut quand même du temps pour digérer ça. Donc on a attendu 1 mois avant de savoir ce qu'il avait dans la tête, parce qu'on pouvait nous dire qu'il pouvait sortir paralysé, on ne savait pas du tout où on en était. Au bout d'1 mois, enfin, ça y est, on a su, c'était un miracle, il n'avait rien du tout au cerveau, pas de problème cardiaque, pas de soucis ajoutés à sa trisomie en fait finalement. Mais à y regarder de plus près, rien ou presque ne différencie Élie des autres enfants. Entouré de ses 2 sœurs, il s'épanouit au quotidien, mais à son rythme. On n'a pas plus de difficultés qu'avec un autre enfant. Il y a des choses sur lesquelles, comme je vous disais, il sera un petit peu en retard, peut-être la propreté, peut-être la parole. Mais hormis sorti de ça, c'est un enfant comme les autres. Il s'amuse, il rit, il est très affectueux, il est, comme elle disait Loulia, il est très drôle. Vraiment, en plus, il a beaucoup d'humour. Et en plus, il adore danser, en plus, il adore la musique. Jusqu'à maintenant, ça peut paraître un peu trop optimiste, mais on n'a pas de difficulté particulière avec Élie. Pas plus qu'avec les autres. Non, donc moi, ce que je souhaite, c'est que mon fils il vive le plus longtemps possible, et le plus longtemps possible, seul, indépendant. Donc c'est l'objectif. Et il y a, c'est vrai que c'est pas encore le cas en Guadeloupe, mais par exemple, nous on milite pour une scolarisation des enfants trisomiques le plus tôt possible dans le milieu normal, qu'il y ait des accompagnants ou qu'on... Dans les mêmes écoles que leurs frères et leurs sœurs. Voilà. On veut mettre en place des formations pour les accompagnants, les AVSI ça s'appelle, les auxiliaires de vie scolaire. L'objectif de l'association C'est Toi Vivre est de favoriser l'inclusion des personnes porteuses de trisomie 21 en réalisant notamment les aménagements nécessaires dans la vie quotidienne. Les enfants porteurs de ce syndrome restent donc comme les autres, des enfants. Voilà une belle leçon de vie. Toujours au chapitre santé, cette suspicion très sérieuse d'un premier cas de microcéphalie en Martinique annonce aujourd'hui de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Des examens sont en cours pour confirmer ou non cette complication liée au Zika. On rappelle que la microcéphalie est une malformation qui se caractérise par la petite taille du crâne du fœtus.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, une journée à l'initiative de l'ONU dont l'objectif est d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. La Guadeloupe est particulièrement concernée, comme l'illustre le véritable casse-tête que représentent la distribution et les réseaux d'adduction. Parmi les organismes chargés de la gestion du précieux liquide en Guadeloupe, l'Office de l'eau. Marcel Sigiscard, son président délégué, le confirme à Jacques Damprobe. Notre organisme est composé à 70 à 80% d'eau et que pour vivre, nous devons boire. Et pour cela, il faut une eau de qualité et une eau qui soit distribuée pour tous et à tous, à tout moment de la vie et à tout moment de la journée. Donc vous voyez bien que cette ressource-là, elle est précieuse et qu'il faille avoir de la pédagogie pour que nous puissions l'utiliser à bon escient. On voit bien qu'aujourd'hui, la problématique d'organisation de l'eau est importante sur notre territoire et moi-même, également, je suis président du comité de bassin aux côtés du préfet qui est coordonnateur. Nous avons élaboré ce qu'on appelle le schéma directeur d'eau et assainissement, le SDAGE. Et je veux préciser que nous sommes le premier à l'avoir fait au niveau national, le renouvellement, puisqu'il va courir de 2016 à 2018, qui va donner des directives à l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des problématiques que je vous ai citées à l'instant. Ne serait-ce qu'un seul. Quand vous dites que nous sommes peu connus, mais je rappelle au public que c'est grâce aux interventions de l'Office de l'eau aux côtés du département qu'un certain nombre de crises se sont apaisées, notamment dans le Nord Grande Terre. Nous avons financé l'usine. Au Moule, nous avons financé l'usine. Au Lamentin, nous avons financé l'usine. Et nous participons au plan d'urgence quasiment à côté du département à 100%. En bref, la préfecture de Guadeloupe a lancé ce matin sa nouvelle campagne « Déposer les armes ». Et pour cette 4e édition, le slogan est différent puisque c'est « Déposons les armes ». Une campagne qui se déroulera tout au long de l'année 2016. On rappelle le principe, la population est invitée à déposer volontairement ses armes à la gendarmerie ou au commissariat, et ce sans crainte de poursuite par la justice. Le président Barack Obama américain achèvera aujourd'hui sa visite historique à Cuba. Historique car cela fait tout simplement près d'un siècle qu'un président des États-Unis en exercice n'avait pas posé les pieds sur l'île. Voici donc notre Minute Caraïbe consacrée à l'actualité cubaine. Barack Obama à Cuba, un noir dans un pays de préjugés. Un président américain n'avait pas foulé le sol cubain depuis 1928. La visite d'Obama est donc un événement, d'autant plus que ce chef d'État est noir et que Cuba est marqué par de lourds préjugés. Certes, c'est une île métissée, mais presque complètement dirigée par une élite blanche depuis le début de la Révolution. On compte sur les doigts d'une main les politiciens ayant atteint le premier cercle du pouvoir. En réalité, il n'y en a qu'un seul, Esteban Lazo, président de l'Assemblée nationale depuis 2013. Lazo était précédemment l'un des vice-présidents du Conseil d'État. Il a été remplacé à ce poste par une autre personnalité noire, Salvador Valdés Mesa, aujourd'hui vice-président du Conseil à son tour. Sur 25 ministres, seulement 3 sont noirs. Cette comptabilité raciale n'a rien d'anecdotique dans un pays qui, en 1886, fut l'avant-dernier pays au monde à abolir l'esclavage, juste avant le Brésil en 1888. Dans toutes les sociétés post-esclavagistes de l'arc antillais, Brésil compris, le poids de l'histoire et les préjugés raciaux demeurent extrêmement prégnants, quoi qu'en disent les dirigeants de ces pays. Aujourd'hui, la population noire continue d'être marginalisée et de vivre dans les quartiers les plus pauvres. La grande majorité de la population carcérale appartient à ce groupe ethnique. 9 migrants morts en mer. À l'heure où la Air Force One de Barack Obama se pose sur le tarmac de l'île de Fidel Castro, 9 migrants cubains sont morts en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis à bord d'une embarcation de fortune. 18 rescapés ont pu être secourus près des côtes de la Floride dans un état de déshydratation sévère. Les gardes-côtes américains soulignent la hausse continue du nombre de Cubains tentant d'arriver aux États-Unis par la mer. Les migrants craignent une restriction de la politique migratoire après le dégel diplomatique entre les deux pays. Les Cubains entrés illégalement aux États-Unis par voie terrestre sont autorisés à y rester. Or, depuis la fin de 2014 et l'annonce surprise du rapprochement entre les deux pays après plus d'un demi-siècle de rupture, certains Cubains craignent que ce régime spécial d'immigration ne disparaisse, ce qui a provoqué une explosion du nombre de tentatives d'entrée aux États-Unis. Selon l'Institut Pew Research Center, qui cite des données officielles américaines,
Près de 30 000 Cubains ont rejoint les États-Unis entre septembre 2014 et juin 2015, soit un bond de 78% en un an. Le groupe hôtelier Starwood s'installe dès cette année. C'est un symbole fort du retour sur l'île communiste des multinationales américaines. Après des décennies d'absence depuis la révolution castriste de 1959, Starwood va s'implanter à Cuba, a annoncé le groupe dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les termes de l'accord signé avec les autorités cubaines, qui représentent des millions de dollars d'investissement, la chaîne hôtelière va notamment gérer 2 établissements situés à La Havane d'ici la fin de l'année 2016, l'hôtel Inglaterra et l'hôtel Quinta Avenida, lequel passera sous enseigne Sheraton. Starwood compte aussi ajouter à son portefeuille l'hôtel Santa Isabel, également situé dans la capitale. Miami et La Havane étant séparés de seulement 150 km, la Isla Grande devrait, à terme, attirer de nombreux Américains, notamment par voie aérienne, car les États-Unis et Cuba ont signé un accord pour reprendre le trafic aérien commercial, interrompu depuis 50 ans. Les compagnies américaines pourront désormais développer leur réseau à raison de 110 vols quotidiens entre les États-Unis et Cuba. 20 nouveaux vols réguliers par des compagnies américaines seront à ajouter aux 10 à 15 vols chartés existants aujourd'hui vers la Havane. Et hier soir, dans notre édition de 19h, Julien Mérion, président du Coreca et membre du CAGI, était notre invité. Nous lui avons notamment demandé ce que signifiait cette visite pour le président américain, mais aussi pour le président cubain. On l'écoute. Obama veut en faire un marqueur de sa présidence. Sa présidence va être, il n'aura pas réussi sur d'autres domaines, mais elle va être en particulier identifiée au dégel des relations avec Cuba. Et je crois que Raúl Castro veut aussi de son côté montrer que, après la période où Fidel a tenu le bateau contre toutes les tempêtes, les ouragans, etc., qu'il est celui aussi qui a permis un peu d'ouvrir Cuba sur l'extérieur. Donc les deux sont à la recherche d'une nouvelle légitimité et le spectacle dont vous parlez vient de là, mais la politique est spectacle aussi. On va parler de sport. Toute la natation caribéenne a rendez-vous à partir de ce soir en Martinique pour les Carifta Games. Elle s'articule, cette compétition, autour de 3 disciplines: course en piscine, course en mer et natation synchronisée. Pour cette 31e édition, la Guadeloupe sera bien sûr représentée. Éric Pommier a justement assisté ce matin au dernier entraînement de l'équipe de natation synchronisée. Son reportage. 9h30 ce matin à la piscine intercommunale, ultime entraînement pour la sélection Guadeloupe de natation synchronisée avant le grand départ. Les gestes doivent être parfaits car il faudra briller au Carifta Games en Martinique dès demain. Le coach Cindy Molois est serein. Les Carifta ont été préparés pour une sélection de la Guadeloupe donc depuis 2 ans. La sélection a été faite en décembre il y a 2 ans avec un gros travail de balai sur les entraînements des Carifta et puis le travail de figure imposée en club. 25 filles seront du voyage pour cette sélection. Benjamin, junior et minime représentant 3 clubs dont l'ASPTT en majorité. La fierté se lit sur les visages des athlètes, heureuses d'être de la partie. C'est une super expérience, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier. Une occasion de représenter la Guadeloupe. On va se donner à fond. Oui. Beaucoup de choses. Un accomplissement. Un espoir de gagner peut-être. Au programme dès jeudi, 13h, les nageuses devront s'illustrer lors de figures imposées. Le samedi, l'heure sera au balai. Barème retenu, 2 notes qui comptent pour 50%. La sélection est confiante. Et bien sûr, on croise les doigts pour elle. On va rester dans l'eau puisque dimanche, en marge de la Carudjette, le navigateur Alvaro de Marichalar était présent pour sa 40e expédition nautique. Celui qui a été en 2002 le premier à traverser en jet ski l'Atlantique est parti de Porto Rico et a fait escale dans une trentaine d'îles de la Caraïbe. Il est en ce moment en escale technique en Guadeloupe avant de repartir pour de nouvelles aventures pour l'île de Montserrat.
Information pratique à présent, on va faire comme tous les jours vos points sur vos coupures d'eau du jour. Sachez que depuis hier, des interventions ont lieu sur le réseau, notamment à Gauzy, à Petit-Bourg et à Goyave. Des perturbations, voire des manques d'eau vont donc se faire sentir jusqu'à ce soir. Et puis toujours dans le cadre de ces travaux, des manques d'eau vont avoir lieu ce soir à partir de 21h dans la commune de Bémao et à Jarry. Retour à la normale demain en début de matinée. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur la couleur du ciel pour cet après-midi et comme vous le voyez, ce sera un grand soleil pour l'ensemble du territoire. Les températures seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition bien sûr que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, Minute Sport suivi du journal de TF1. Une édition qui sera d'ailleurs largement consacrée aux attentats de Bruxelles, des attentats sanglants qui ont lieu ce matin et qui ont fait, selon le dernier bilan, 34 morts et 198 blessés. La suite de votre programme sur Alizé, ce sera Petit secret entre voisins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.